Bonjour François, il y a un mois tu étais venu nous faire des prélèvements de sol sur la parcelle de la petite Noirée. Et là, les analyses sont là et du coup, est-ce que tu peux nous les commenter? Du coup, on a les analyses il y a un mois et des analyses d'il y a à peu près de 2008, ça fait Voilà, 10 ans avant, et de voir un petit peu quelle évolution il y a eu sur la parcelle. Voilà, tout à fait. Ouais, ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on a fait des observations physiques et là maintenant on a essayé de chercher des validations de ce qu'on disait, hein, des taux de matière organique qu'on trouvait très, très élevés. Et je t'avais proposé de faire des analyses de sol de ce que tu as fait. Et on va pouvoir comparer effectivement l'évolution des sols de la petite Noirée, celle sur laquelle on était, depuis 10 ans, puisque tu as repris cette parcelle il y a 10 ans. Et donc ce qu'on observe dans l'analyse de 2010 que tu as faite de ce sol-là, on s'aperçoit qu'elle était relativement pauvre, même très pauvre en matière organique pour une prairie, hein, puisque on a des taux de l'ordre de 1,4 à 1,5%, avec des pH, surtout un pH à l'époque, qui était de 5,5. Et un pH de 5,5, c'est un pH acide, parce que réellement un sol n'est acide, est considéré comme acide en dessous de 6. Les pH au-dessus de 6 ne sont pas considérés comme des pH acides. Mais en dessous de 5,5, on peut dire que les bactéries de la nitrification ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation de l'azote organique en azote minéral pour nourrir les plantes. Et puis surtout, tu as les bactéries de la décomposition des matières organiques qui fonctionnent très mal aussi, les bactéries qu'on appelle cellulolytiques, qui ne fonctionnent pas. Donc ça décompose très mal du fait que justement, il n'y avait pas suffisamment de photosynthèse, la matière végétale qu'il y avait sur le sol n'était pas suffisamment riche pour mettre de la matière organique au sol et en faire de la matière organique stable, quoi. Et donc ce qu'on observe depuis 10 ans là, c'est que avec les apports de compost vraiment très massifs que tu as fait sur ta parcelle, les chiffres ont vraiment changé, mais radicalement. En 2020, sur l'analyse que tu as faite, hein, on a un taux de matière organique de 8%. En 10 ans, tu es passé de 2% de matière organique à 8%. C'est considérable. Et c'est lié au fait que tu as apporté massivement des substrats, du carbone, tout ce que tu mets, tous tes composts que tu mets dans tes sols. On t'enchérit très très fortement le sol en matière organique. Donc 6 points de matière organique, il faut te dire qu'en gros, un point de matière organique, c'est 10 grammes de matière organique dans 1 kg de sol. 10 grammes dans 1 kg de sol. Sur les 25 cm en moyenne de travail des racines d'une plante, et compte tenu de la densité de sol qui est autour de 1,3, on compte que sur 1 hectare de terre, il y a à peu près 3200 tonnes de sol sur 25 cm avec la densité de 1,3, 3200 tonnes. Donc si tu ramènes ces 10 grammes de matière organique à 3200 tonnes, tu as 32 tonnes de matière organique dans ton sol pour un point. Eh bien, dis-toi que ces 32 tonnes, elles permettent de stocker 70 tonnes de CO2. Et bien toi, en 10 ans, tu as stocké 420 tonnes de CO2 sur 1 hectare. C'est considérable. Et je voudrais te demander comment tu as pratiqué en termes d'apport de compost, de matière organique exogène, pour remonter aussi rapidement tes taux de matière organique. Donc on peut dire plus de travail du sol, toujours une couverture permanente, sauf s'il y a une bâche, et 3 apports massifs d'à peu près 20 cm de broyade déchets verts. Voilà à peu près tout ce qui a été apporté sur la parcelle pendant les 10 ans. D'accord. Et alors, tu as aussi là des tas de bois, d'espèces de fibres de bois. Est-ce que tu en as apporté aussi du bois ou c'est que du déchet vert que tu as apporté? Là où on a fait les prélèvements, je crois qu'on a apporté que du broyat de déchets verts. Voilà. Il n'y a pas eu de balayure de scierie Voilà. sur la parcelle où on a pris les échantillons. Ce que je pense là, par rapport au broyat que tu as apporté et aux déchets verts, c'est qu'ils avaient un C/N relativement bas, parce qu'il n'y a pas eu de fin d'azote pour le transformer en humus. Parce que les bactéries pour transformer, ou les champignons pour transformer une masse organique en humus, il faut qu'elles aient de l'azote. Et cet azote-là, soit elles le prennent sur le déchet que tu mets au sol, et dans ce cas-là, c'est suffisant pour se transformer en humus, soit elles le prennent au sol, et dans ce cas-là, l'azote qu'elles prennent au sol, il ne va pas aux cultures qui y a en place, et donc il y a des fins d'azote. Tu as fait des dépôts de matière organique qui étaient auto-fertiles en quelque sorte, qui se sont transformés en humus sans apport d'azote extérieur du sol, et donc pas de fin d'azote, et ça a donné ces taux de matière organique maintenant humifiés, stables, qu'on observe dans l'analyse de sol. Entre 2010 et 2020, augmentation de 2% de matière organique à 8%.
Donc c'est considérable. Parce que d'habitude, sur des progressions d'augmentation de matière organique, c'est autour de 0,1 à 0,2% par an. Quand on met en place les systèmes que tu décris, hein, c'est-à-dire non-travail du sol, pas de suroxydation, couverture végétale qu'on réintroduit au sol, et puis diversité des productions et introduction des légumineuses. Ça, c'est les quatre chemins qu'il faut suivre pour ça. Mais toi, tu les as suivis. Alors que sinon, si on était dans un système où on augmentait de 0,1 ou 0,2 comme certains céréaliers en agriculture de conservation, il aurait fallu, en 10 ans, on gagne 1 point ou maximum Voilà, 2 points de matière organique. C'est ce qu'on compte. Ouais. On compte effectivement, on peut gagner 1 point de matière organique entre 5 à 10 ans. Tu en as gagné 6 en 10 ans, quoi. Si tu prends le prix moyen de la tonne de CO2 qui commence à être dans les circuits économiques actuellement, puisqu'on sait qu'il y a des grandes sociétés, enfin, il y a des tractations qui se passent de compensation carbone qui feraient qu'on payerait le carbone stocké aux agriculteurs pour compenser le carbone qu'on rejette dans l'atmosphère. Hein. C'est les prix internationaux sont autour de 30 € la tonne. Quand tu stockes 1 point de matière organique dans tes sols, tu stockes 32 tonnes de matière organique, et donc l'équivalent c'est 70 tonnes de carbone. À 30 € la tonne, tu en as pour 2100 € à l'hectare. Mais toi, tu as fait 6 fois plus que ça. C'est-à-dire qu'en 10 ans, tu as stocké 6 points de matière organique. Donc tu fais le calcul, c'est énorme. C'est-à-dire 6 que multiplie 210 par hectare, ça te fait 1200 € de CO2 stocké tous les ans, si tu le ramènes à ton hectare. Dans tes surfaces maraîchères, quoi. Et si j'ai fait mes 10 hectares comme ça veut dire que je pourrais prétendre à avoir 12 000 € presque par an de compensation pour le carbone que j'ai stocké. Si on va jusque-là, oui, tout à fait. Ouais. Donc là, on a une source de revenus pour les agriculteurs, qui est une source extrêmement vertueuse, parce que d'une part, ils mettent en place des systèmes qui sont des systèmes écologiques, hein. Ça compense les services qu'ils rendent, enfin ça paye les services qu'ils rendent à la société, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant sur cet exemple-là. Bon, c'est un exemple maraîcher où on voit que les choses avancent beaucoup plus vite que sur une agriculture de grande culture, en grande surface. Donc stockage de carbone, très favorable par rapport aux pratiques que tu as mis en œuvre. Hein. Deuxième chose, tu as remonté les pH de ton sol. Ce qu'on observe sur tes analyses, c'est que tu es passé de 5,5, on disait, un pH aux portes de l'acidité. La vraie acidité, elle est là. Hein. Les sols des Landes, par exemple, les sols tourbeux, enfin, les sols qui fonctionnent mal, enfin, ils sont en dessous de 5,5. Donc, tu es passé de 5,5 à 7 de pH. Donc, l'analyse le montre. Ça veut dire que tu as apporté, avec tes matières organiques, grâce à tes matières organiques, des éléments qui neutralisait l'acidité, et c'est sous forme certainement de carbonate qu'il y a dans ces composts que tu as apportés, voilà, qui sont des formes de base qui neutralisent l'acidité, qui remontent le pH. Donc tu es passé d'un pH qui était qui ne permettait pas la vie bactérienne et microbiologique des sols, mais surtout bactérienne, parce que les champignons ils s'adaptent un peu mieux à l'acidité. Et donc des bactéries, notamment nitrificatrices, ne fonctionnent plus à 5,5%. Donc elles ne peuvent plus transformer l'azote organique en azote minéral, qui est celle que captent les plantes. Hein. Donc c'est problématique. Et celle qui décompose la matière organique vivante, végétale, la cellulose, elle ne fonctionne plus non plus. Donc c'est problématique aussi. Et avec les pratiques que tu as mis en œuvre, tu as remonté le pH et tu as remis en circulation ces fonctionnements bactériens. Donc c'est favorable à ce niveau-là. Est-ce que là, sur l'augmentation du pH, on a eu juste un effet chimique, ou est-ce qu'on peut penser que la matière organique qu'on a apportée, qui a nourri toute une activité biologique, là on avait quand même des sols tassés, lourds, est-ce que cette structuration par le vivant du sol a pu permettre de corriger, du moins de faire remonter les pH, quoi? Pour que le vivant fonctionne, il faut qu'il maintienne ce qu'on appelle des équilibres acido-basiques. Et ces équilibres-là, ils se font au niveau de stabilité du pH, c'est-à-dire autour de 6,5, 7. Donc plus il y a de micro-organismes qui fonctionnent, plus il y a une vie bactérienne, microbiologique qui fonctionne, plus les pH remontent pour entretenir et maintenir cette machine en route, quoi. Donc ça y a fait certainement aussi. Ouais. Donc tu as augmenté considérablement tes taux de matière organique pendant les 10 ans, qui ont passé. Hein. Tu as remonté ton pH, tu l'as amené à des pH qui sont optimum pour la vie microbiologique. Hein. Et troisième chose, tu as augmenté aussi ce qu'on appelle la CEC, la capacité d'échange cationique, c'est-à-dire le frigo de ton sol.
en quelque sorte le réservoir à nutriments de ton sol. Ce réservoir à nutriments, comment il fonctionne? Eh bien, il fonctionne avec deux éléments qui sont l'argile, qui a plein de petites charges négatives à sa surface, et la matière organique qui a également plein de petites charges négatives à sa surface. Okay, sur ces charges négatives viennent se fixer des charges positives, du calcium, du magnésium, du potassium, de l'ammonium, NH4+. Donc ils viennent s'agréger à ça. C'est là-dessus que les plantes vont prendre pour s'alimenter. Sauf que toi, ton argile, elle était à 30% il y a 10 ans et elle n'a pas bougé. Qu'est-ce qui donne l'explication que tu sois passé de 174 de CEC, 174 milliéquivalents il y a 10 ans, à 280 aujourd'hui? Eh bien, c'est la matière organique qui a rajouté énormément de charges négatives, parce que la matière organique, ça a des charges négatives, hein, et qui a permis de fixer davantage de nutriments dans tes sols. Donc ça, c'est vraiment la troisième des choses très intéressantes, c'est que tu as augmenté le frigo de ton sol. Donc là-dessus viennent se fixer des nutriments des plantes qu'elles peuvent, à leur gré, venir chercher pour s'alimenter. D'où l'explication aussi des croissances végétales que tu as dans tes sols. Et quand on observe, pour valider ce qu'on dit, eh bien, la concentration en ces nutriments, on s'aperçoit que la potasse, la magnésie, le calcium ont augmenté considérablement, puisqu'on est passé pour la potasse de 200 mg par kilo à 500. Pour la magnésie, ça a été la même proportion d'augmentation, et tu as gardé en même temps les équilibres, parce que les éléments se concurrencent entre eux, et donc il en faut dans des proportions qui sont respectées. Et ces équilibres-là ont été aussi respectés. Donc sur les trois éléments, matière organique, pH, CEC, capacité d'échange cationique, enfin complexe argilo-humique, capacité frigo du sol, tu as vraiment eu de l'optimisation très très importante. Quelle a été l'évolution des oligo-éléments sur la parcelle? Alors ce qu'on observe, c'est qu'il y avait quelques carences, il y avait certaines carences en oligo-éléments, notamment en bore, en zinc, en cuivre, sur l'analyse 2010. Et ces carences ont été complètement gommées. Et donc il y a eu apport également dans les matières organiques que tu as ramenées au sol d'oligo-éléments. Et ça, c'est un fait vraiment très important aussi. Parce qu'en même temps qu'on apporte des éléments essentiels pour les éléments de base pour l'alimentation des plantes, enfin les trois éléments NPK, on apporte également tous les oligo-éléments qui sont indispensables au fonctionnement biochimique de la vie, quoi, enfin des micro-organismes. Moi, j'avais la sensation, et c'est ce qu'on peut lire, qu'un peu la matière organique, il peut avoir un lien de causalité ou au moins une corrélation entre la quantité de matière organique et la fertilité. Mais là, on voit clairement, de par les analyses, qu'un apport de matière organique, ça a structuré le sol sans doute via l'activité biologique. Du coup, ça a résolu les problèmes de chimie et de pH du sol. Et ça a augmenté le réservoir de nourriture dans mon sol. Et donc là, on peut dire, plus vous avez une matière organique, plus il y a de fertilité. C'est un peu ce qu'on voit dans les champs. C'est exactement ça. Donc les apports de matière organique massifs, tu as pu les faire parce que tu n'as pas des surfaces très très importantes. Hein, et 20 cm, c'est l'équivalent d'apport de 600 tonnes de matière organique. C'est considérable, c'est 10 fois plus, même peut-être 15 fois plus que ce qu'apportent les agriculteurs qui rapportent du fumier sur leurs parcelles. Mais ça donne des résultats. Hein. Les résultats qui sont là, on vient d'en parler, hein. C'est des résultats extrêmement favorables pour la vie des sols et pour la production. Pour le coup, c'est ça, quoi. Et donc, ce qu'on ne peut pas faire en grande culture, par exemple, sur des surfaces considérables, on ne peut pas apporter 600 tonnes par an, c'est pas possible. Par contre, il faut essayer de l'apporter par l'introduction massive de couverts végétaux qu'on appelle en biomasse maximale, qui vont restituer de la matière organique au sol, moins que les fumiers ou les composts, mais quand même. Et puis mettre aussi des composts, hein, mais peut-être pas en quantité aussi importante, puisque c'est quand même important, 600 tonnes à l'hectare, c'est énorme, 600 tonnes à l'hectare. Donc là, on pourrait dire que simplement, avec de l'apport de matière organique, on va régler en fait quasiment tous nos problèmes de sol et de fertilité. Mais ce qui est bizarre, c'est que pour le moment, ce genre de pratique, ça reste quand même des pratiques un petit peu hétérodoxes, puisque c'est pas la pratique dominante, c'est pas la vision dominante de l'agriculture et de l'agronomie qui consiste à plutôt regarder la fertilité sous l'angle de l'apport d'engrais azotés.
et de penser que pour faire pousser bien des plantes, on va apporter justement de l'azote, alors que là, on voit très bien qu'avec juste de la matière organique carbonée, on va récupérer de l'azote. Et peut-être qu'on a un petit peu sous-estimé le pouvoir de ces bactéries fixatrices libres d'azote qui vont se retrouver sur les mulches et qui vont peut-être permettre de capter de l'azote atmosphérique et de la mettre dans la matière et du coup de faire entrer ainsi de l'azote dans le cycle de manière assez simple en fait. Oui, ben c'est tout à fait ça. Donc ce qu'on disait, je pense qu'il y a deux origines d'apport d'azote. Hein. C'est tes apports de déchets verts qui ont des C/N certainement pas trop élevés pour pas avoir un différentiel carbone-azote, tu vois, trop important. Et puis tu as ces bactéries diazotrophes, des bactéries libres, qui vont arriver aussi et qui vont capter l'azote de l'air pour participer au phénomène d'organisation et d'humification voilà, en apportant de l'azote. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça, c'est une forme d'agriculture qui doit pouvoir se développer parce qu'elle rend beaucoup plus autonome l'agriculteur, elle le rend beaucoup moins dépendant d'apports exogènes et finalement, elle le fait rentrer dans un cycle de fonctionnement naturel des sols et d'intensification de ce fonctionnement. Il ne faut pas dire c'est de l'extensification, c'est de l'intensification. Mais on intensifie naturellement le fonctionnement de ces sols. Et tout ça, c'est alimenté par des apports de couverts végétaux, de compost extérieur, etc. Donc voilà, là on est vraiment dans la description d'une situation idéale pour moi, où l'agriculteur, grâce à son territoire, parce qu'il ne faut pas croire que ce soit sa seule exploitation qui permette de produire les masses de matière organique qu'il pourra réintroduire sur son sol. Grâce à son territoire, la parcelle n'est pas isolée, eh bien on fait revenir sur l'exploitation, on fait recycler de la matière organique qui aura été extraite d'ailleurs et on entretient comme ça l'autofertilité des sols. En développant un peu plus ce schéma-là, c'est de dire sur les grandes exploitations céréalières où il n'y a plus d'élevage par exemple, il faut retrouver de l'élevage. Alors, il y a différentes façons, hein. Soit amener un élevage sur place, hein, soit faire venir des agriculteurs qui n'ont pas de terre mais qui ont des élevages pour que la matière organique revienne sur ces terres-là, quoi. Mais ça, c'est indispensable. Et on pourrait peut-être, sinon, si on n'a pas de bêtes, mais juste faire pousser des plantes pour élever des vers de terre. Voilà, mais le ver de terre, c'est un constituant essentiel, tu vois. Il fait partie du système, quoi. C'est lui qui est ce qu'on appelle l'ingénieur des sols. C'est lui qui va intégrer toutes les capacités, toutes les fonctions de régénération d'un sol, hein, puisque c'est à l'intérieur du ver de terre que vont se faire les complexes, que va s'agréger le sol, que va se faire la capacité, le complexe argilo-humique, etc. Donc le ver de terre, ouais, il est naturellement dans des sols qui sont en bon fonctionnement, quoi. Du coup, sur la ferme, on a réussi à remonter de 6% les taux de matière organique en 10 ans avec des apports massifs parce qu'on faisait du maraîchage. Est-ce qu'on pourrait penser qu'on puisse arriver à avoir des stratégies agroécologiques pour faire remonter les taux de matière organique de tous les sols, même sans apport massif et si oui, c'est quoi l'échelle de temps? Est-ce que dans 50 ans, il faudrait 50 ans pour... Alors, ça, c'est un objectif majeur qu'il faut se fixer, c'est sûr. Il faut remonter les taux de matière organique des sols. Et ce qu'on observe, ce que les agriculteurs observent et ce que la recherche maintenant valide, c'est que des sols en dessous de 3% de matière organique sont des sols vraiment très fragilisés et qui en plus ont des plantes fragilisées. Et donc des plantes fragilisées sont obligées d'être traitées, d'être alimentées extérieurement, etc. Donc un des premiers enjeux pour l'agriculture, c'est de remonter les taux de matière organique au-delà de 3%. Alors ça n'ira pas aussi vite évidemment que ce que tu as fait toi en 10 ans, mais ça peut se faire avec les pratiques qu'on essaie de développer, d'accompagner, c'est-à-dire de travail minimum du sol, voire plus de travail du tout du sol. On a vu qu'avec l'expérience à l'eau oxygénée, d'oxydation hyper rapide d'un sol, qui mime en quelque sorte l'oxydation qui se passe quand on laboure et quand on travaille intensivement un sol, hein, cette eau oxygénée qui sur la matière organique va oxyder la matière organique et va dégager du gaz carbonique. Tout ce gaz carbonique repart dans l'air. Eh bien, on peut imaginer qu'un labour puissant, qu'une rotative, qu'une destruction d'agrégats, ça fait la même chose en un peu plus longtemps, mais ça fait la même chose. Donc arrêter cette hyperminéralisation du sol, cette hyperoxydation du sol, et en plus l'oxydation on sait que c'est très mauvais pour les plantes, et réintroduire systématiquement
découvert et de la matière organique vivante dans les sols, sur les sols. Donc couverts végétaux, couverture permanente, réintroduction de légumineuses, parce qu'elles vont apporter l'azote qui va permettre d'organiser cette matière organique, de l'humifier, et de diversifier évidemment les cultures. Donc ça, c'est des objectifs que devrait avoir l'agriculture au-delà du maraîchage, hein, pour éviter de balancer du carbone dans l'air, du gaz carbonique, et surtout le stocker. Et donc l'initiative qu'on appelle 4 pour 1000, hein, par exemple, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui était une initiative quand même très intéressante, qui dit que en stockant 4 pour 1000 de la matière organique dans les sols tous les ans, eh bien, on arrivera à compenser les à peu près 4 ou 5 milliards de tonnes de CO2 qui sont balancées dans l'atmosphère du fait des activités humaines, hein, industrielles, agricoles, etc. Et ça compenserait. Si toutes les terres de la planète appliquaient cette règle qu'on dit de réintroduction de matière organique de l'ordre de 4 pour 1000, on compenserait le surcroît de CO2 qui est balancé par l'industrie et par l'agriculture et par les transports dans l'air. Donc l'agriculture est une solution à ce problème. Donc là maintenant on sait, on le voit même en agriculture biologique, on ouvre un bouquin LITAB et on voit que le premier truc qui est écrit c'est de dire le travail des sols c'est pas bon et pourtant on continue à travailler les sols. Comment on gère l'enherbement sur des grandes surfaces si on n'a plus de travail du sol? Le travail du sol au départ, depuis des siècles, les agriculteurs ils se battent entre guillemets contre les mauvaises herbes qui concurrencent leur culture. Et ça a vraiment été un problème majeur de l'agriculture, hein, c'est de ne pas avoir sur la même parcelle une concurrence d'une plante étrangère à celle que l'on veut produire, quoi. Donc au départ, ça se passait par un travail aussi de sol, mais c'était un travail, c'était un grattage. Hein. Depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis qu'on dispose d'une énergie fossile qui est extrêmement puissante pour mécaniser les sols, c'est plus du grattage qu'on fait, c'est vraiment de l'extraction de terre, des sols et du retournement. Quand tu laboures un hectare, tu soulèves tous les ans 3200 tonnes de terre. Et donc ça a été ancré dans l'imaginaire, enfin pas l'imaginaire, mais dans la tête des agriculteurs en disant on ne pourra pas faire autrement que ce qu'on a fait depuis des siècles, c'est-à-dire se débarrasser des mauvaises herbes pour produire. Et donc la charrue est arrivée, et la charrue a rendu des services, puisqu'elle retourne les adventices, elle met les graines qui peuvent pousser dessous, donc les graines ne poussent pas pendant un certain temps, mais elles poussent quand même, elles repoussent. Hein. Il n'y a aucun labour qui a arrêté définitivement la poussée des mauvaises herbes, entre guillemets. Ce labour-là, la contrainte qu'il a majeure, c'est qu'il déstructure les sols, on le sait, c'est qu'il extrait énormément, enfin pas mal de CO2, puisqu'il y a une hyperminéralisation, et donc c'est une solution, mais vraiment à très court terme, le labour. Sauf que cette solution-là, elle a été amenée avec tout un ensemble d'autres solutions. On laboure, on a pour éviter que la plante soit fragilisée, on a des intrants qui vont la soigner momentanément, on lui apporte de l'engrais pour la nourrir, et toute la composante biologique du sol qui a été détruite par les travaux intensifs ne sert plus à rien finalement. Le sol est simplement un support et n'est plus un milieu vivant par où doit passer obligatoirement l'alimentation de la plante pour la nourrir. Et donc toute cette agriculture un peu de contrôle, en quelque sorte, on contrôle tout, y compris le sol, on en fait un substrat de support de la plante, et ça fait l'agriculture conventionnelle qu'on connaît. Alors je ne dis pas qu'il faille d'un coup supprimer tout ça, parce que c'est une phase transitoire qu'il faut gérer, et c'est très compliqué. Et tu posais la problématique du glyphosate. Le glyphosate, quand on prononce rien que le mot glyphosate, on a l'impression de prononcer, de faire un pacte avec le diable, quoi. Mais dis-toi qu'il y a des agriculteurs qui sont en agriculture de conservation des sols, qui ne labourent plus, qui font des couverts biomax, c'est-à-dire des couverts permanents, qui apportent beaucoup de matière organique au sol, entre deux cultures, qui ne laissent jamais leur sol nu, qui ont introduit des légumineuses, qui ont fait des variétés, des rotations très importantes, mais qui ont toujours des problèmes de graminées surtout résistantes. Parce que depuis 50 ans qu'on fait une agriculture très très artificielle finalement, on a sélectionné des plantes mais qui se régalent, quoi. Enfin, tu as les raigrats, tu as les vulpins qui se régalent parce que tu as beau faire de les désherber, d'inventer une matière active qui va les détruire à un moment donné, tu as une mutation qui se passe sur une seule plante, tu mets une seule matière active. Elle va réagir tellement vite qu'au bout de quelques années, elle va mettre en place un système de défense, mais la matière active, elle sera plus active, quoi. Et du coup, la seule chose qui marche,
c'est le glyphosate, parce que lui, c'est un désherbant systémique qui n'a plus besoin de taper tel, qui pénètre à l'intérieur de la plante. Bon, je ne fais pas la promotion du glyphosate, encore une fois, mais je dis que dans certains cas, et dans le cas de l'agriculture de conservation, par moment, il faut encore l'utiliser parce qu'il permet de gérer un problème qu'on n'arrive pas à gérer sans travail du sol. Et c'est un problème ponctuel. Sauf que ce glyphosate-là, on l'utilise à 1 litre hectare. Il est métabolisé dans le sol, on s'aperçoit qu'il n'a pas de... Enfin, à la fin, il n'y a pas trop de résidus qui restent. Hein. Et que utiliser du glyphosate à 1 litre hectare ou à 50 litres hectare, comme font les Brésiliens ou les Argentins, ça n'a pas du tout la même conséquence, quoi. Dans ce qui est critiqué dans le glyphosate, ça ne rend pas service à ces agriculteurs qui travaillent à des transitions agroécologiques, qui l'utilisent encore un peu, mais qui font finalement des choses certainement beaucoup plus intéressantes que de travailler intensivement le sol, quoi. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est du coup, le glyphosate, c'est un outil de gestion de l'enherbement très efficace, le labour aussi. Pourquoi il y a la majorité des agriculteurs qui utilisent 2 outils pour faire la même chose et 2 outils qui ont un impact pas forcément positif sur l'environnement? Voilà, ça c'est la très bonne question par contre. C'est-à-dire que quand on passe à ces formes d'agriculture qui sont des formes de reconception de l'agriculture, on va travailler sur le non-travail du sol, donc il va falloir apprendre à se servir d'un sol vivant, apprendre à travailler avec des couverts qui sont déjà en place, apprendre à travailler avec des cultures associées, avec des légumineuses, etc., ça ne s'invente pas. Et donc, les agriculteurs qui veulent passer dans ces formes d'agriculture-là, il faut qu'ils y passent entièrement. Et c'est ceux dont tu parles, qui font le chemin qu'à moitié, qui se disent je vais garder la charrue, on ne sait jamais, mais en même temps je vais utiliser le glyphosate, qui sont dans ces situations que tu évoques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils utilisent les 2 outils à la fois. Ces 2 outils, on ne peut pas les utiliser à la fois. Quand on a fait le choix de passer à l'agriculture de conservation des sols, l'agroécologie, c'est un choix qu'il faut avoir fait dans sa tête avant de le tester sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir dans son cheminement intellectuel s'être dit je ne reviendrai pas en arrière. Parce que si tu reviens en arrière, c'est encore pire, parce que là tu reviens à des méthodes conventionnelles, tu te dis que tu as échoué finalement, tu réutilises la charrue, tu réutilises le glyphosate et c'est pas... Alors encore une fois, le glyphosate n'est pas l'outil de l'agriculture de conservation des sols, on est d'accord. Ça peut être une aide ponctuelle, voire et ne plus s'en passer un jour ou l'autre. Hein. Enfin, moi je ne dis pas pour qu'il faille le garder indéfiniment. Mais pour le moment, ça peut rendre service effectivement à des gars qui ne veulent pas revenir à la charrue. Là, c'est un sujet un petit peu polémique, mais moi j'ai entendu des maraîchers qui avaient pris des terres avec des taux de matière organique assez élevés, 5-6%, et puis finalement les pratiques de maraîchage avec des rotations rapides et du coup en agriculture biologique, c'est-à-dire sans chimie de synthèse, du coup avec une gestion de l'enherbement par du sarclage, du binage, de temps en temps un petit labour. Et ça fait qu'en 5 ans, on passe de 5-6% de matière organique à 2%. Et voilà. Ça, on est pourtant dans une agriculture qui se dit biologique, qui est censée représenter le Graal de ce qui se fait de mieux en agriculture. Et pourtant, ça pose un véritable problème si on a perdu notre fertilité. C'est le même problème qu'on a en agriculture conventionnelle quand on hyper-mécanise les sols. Enfin, l'agriculture biologique avec des hyper-mécanisés, c'est l'agriculture conventionnelle en quelque sorte, avec des charrues qui n'étaient pas là il y a 50 ans, quoi, on est d'accord. Mais cette agriculture-là, elle peut être justifiée à la limite, mais en tout cas, elle n'est pas justifiée sur le plan de la matière organique, ça c'est sûr. Hein. C'est comme si quand tu prends une prairie à des taux de matière organique 5 ou 6, en 10 ou 15 ans, en les transformant en culture, tu baisses drastiquement les trucs. C'est la même chose, quoi. Tu baisses les taux de matière organique. Donc il faudrait que ces agriculteurs-là utilisent des systèmes qui sont maintenant validés, plus ou moins, c'est-à-dire de couverture des sols, d'apport massif de matière organique, ce que tu as fait. Parce que l'agriculture biologique, je vois ce qui est recommandé en maraîchage, mais je pense que c'est pareil en grande culture, c'est-à-dire qu'on va faire un couvert, et ce couvert, on va l'incorporer
tôt dans la saison pour après venir semer dans cette incorporation. Mais du coup, on va apporter de la matière organique, mais en l'enfouissant, on va travailler le sol et du coup, le bénéfice d'une action est de suite contrebalancé par l'action qui suit. Exactement. Le fonctionnement naturel des sols, c'est certainement pas d'enfouir de la matière organique, hein. C'est de dessus qu'il faut qu'elle soit prise par les vers de terre, les micro-organismes, qui vont l'incorporer à leur rythme dans le fonctionnement du sol. Donc surtout pas enfouir de la matière organique. Donc, et puis après, effectivement, l'autre problème que ça pose, effectivement, c'est ouvrir un sol. C'est d'une part détruire les habitats, encore une fois, et puis c'est suroxyder, c'est amener de l'oxygène à des endroits où il n'a pas lieu d'être, quoi. Mais ça, on le sait maintenant. Moi, je ne fais plus de comparaison labour, non labour. Ça, c'est fini, quoi. C'est plus la peine. Je ne fais plus de comparaison couvert végétal, pas couvert végétal. Ça, c'est ce que faisait Arvalis il y a 10 ans. Il le fait encore, peut-être. Mais on a perdu du temps, quoi. On ne peut plus comparer, pour moi, des méthodes qui, fondamentalement, sont complètement différentes. Une agriculture de contrôle du sol avec hypermécanisation et tout ça, comparée à une agriculture d'adaptation au sol, on ne peut pas les comparer. Donc il faut plus faire, pour plus perdre de temps à tester les couverts végétaux pour savoir lequel est, par rapport à des non-couverts végétaux, tu vois, des méthodes avec labour sans labour, ça c'est fini, ça. Et malheureusement, il y a encore des structures qui perdent du temps à ça, quoi. On a des agriculteurs en France et des réseaux d'agriculteurs qui ont balancé des systèmes qui sont hyper vertueux là-dessus. Il faut s'appuyer sur eux, il faut que la recherche s'appuie sur eux, il faut que les organismes techniques s'appuient sur eux et qu'on arrête de perdre du temps à faire des expériences qui servent plus à rien, quoi. Donc il faut avancer, il faut vraiment balancer des systèmes qui réintroduisent la matière organique dans les sols, quoi. On parle beaucoup de biodiversité, de l'importance de la biodiversité, de la perte de biodiversité. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la biodiversité dans un sol, cette microfaune, Ouais. Tout ça, ouais. Au départ, cette prise en compte de la biodiversité, il faut savoir où on se situe, quoi. Comment on se situe en tant qu'agriculteur. Soit je suis un agriculteur qui veut tout contrôler, soit je suis un agriculteur qui veut m'adapter aux contraintes de mon milieu et qui veut travailler avec lui. Si je veux tout contrôler, la biodiversité, je m'en fous et au contraire, elle me rend pas service. Parce que dans la biodiversité, il y a aussi des éléments qui sont négatifs pour la culture, hein. Il y a des ravageurs, etc. Par contre, si je veux m'adapter, je vais mettre en œuvre des processus qui font que ces ravageurs, on va essayer de les limiter au maximum grâce à d'autres composantes de la nature qui sont naturellement là pour les limiter. Donc quand on prend en compte toute la biodiversité agricole de sa parcelle, et quand on est un agriculteur, le but qu'on peut se fixer, c'est de travailler avec ce milieu-là pour produire sans qu'on ait besoin, et on rejoint la notion d'autonomie, quand on ait besoin le moins possible d'avoir des apports extérieurs qui peuvent coûter, qui peuvent produire des résultats qui sont plutôt négatifs, etc. Dans la production agricole, les sols, c'est un milieu extrêmement important parce qu'il regroupe à peu près 25% de la biodiversité animale et végétale mondiale. Et les sols, c'est quand même les agriculteurs qui les gèrent. Donc on peut se dire qu'ils gèrent 25% de la biodiversité de la planète. Et ces 25%, ils sont quasiment ignorés. Enfin, on en connaît très peu parce qu'on s'y est très peu intéressé. Et quand on dit la production agricole, elle doit faire avec la biodiversité, ça veut dire la biodiversité à plusieurs niveaux. Peut-être les niveaux les plus visibles pour un agriculteur, c'est ce qu'on appelle la macrofaune, les vers de terre, les insectes utiles. Il y en a un qu'il faut citer peut-être en premier, c'est le renard, quoi. Quand on dit on veut s'adapter. Le renard, c'est un problème, c'est sûr, pour les poules, pour le gibier, tout ça. Sauf qu'un renard, dans la biodiversité, il a un rôle extrêmement actif, c'est qu'il bouffe entre 3000 et 6000 campagnols par an. Un renard. Donc il y a des départements en France qui ont interdit, et les agriculteurs en premier, la chasse du renard, parce que ça limite fortement les dégâts qu'occasionnent les campagnols, on le sait, sur les prairies, hein, dans certains départements. Voilà, ça c'est un exemple d'adaptation au milieu. Quand on parle de biodiversité en agriculture, on dit que plus un milieu est riche en espèces, plus le milieu est solide et résilient. Pourquoi ? Parce que s'il y a une espèce qui disparaît, pour telle fonction, il y en a une autre qui prend sa place et qui va résoudre le problème. Si le milieu est pauvre en espèces, à la moindre
problème climatique, une espèce disparaît, elle n'assure plus sa fonction, et du coup, ça, c'est la culture qui peut s'en ressentir. Donc, ça, on le voit avec les pollinisateurs, par exemple. Plus il y a d'espèces différentes de pollinisateurs, plus la pollinisation se passe bien, d'une part pour la qualité des fruits, et d'autre part pour la quantité des fruits. Et il y a des pollinisateurs qu'on ne soupçonne pas. Et en biodiversité, il y en a beaucoup, donc les abeilles, évidemment, toute la famille des abeilles, des hyménoptères, qui sont importants. Mais il y a aussi une autre famille, c'est celle des cirphes, des diptères, qui sont aussi des pollinisateurs. Eh bien, si on ne travaille pas avec ces pollinisateurs-là, on réduit la résilience, la capacité du milieu à se défendre contre des problèmes extérieurs. La biodiversité, elle est fondamentale dans la fonction agricole à tous les niveaux. Premier niveau, c'est celui du sol. C'est par exemple, on sait que toutes les chaînes alimentaires passent par la microbiologie du sol, les bactéries, les champignons. Et donc avec des pratiques qui peuvent impacter le milieu, notamment les habitats, détruire par exemple un sol, détruire des agrégats de sol, qui sont les habitats des bactéries et des champignons, c'est réduire la diversité bactérienne par exemple. Et donc c'est réduire les fonctions qu'elles assurent pour le recyclage de matière organique, pour l'alimentation des plantes, pour la défense des plantes, parce qu'il y a des bactéries auxiliaires qui tuent des bactéries pathogènes. Ce premier niveau microbiologique, il est fondamental et il doit être valorisé par l'agriculteur. Il faut que l'agriculteur apprenne à gérer son milieu et son milieu, entre autres, microbiologique. Ensuite, le deuxième niveau, ce qu'on appelle la mésofaune, c'est tout ce qui est ce qu'on voyait autrefois dans les cours de sciences. On voyait les protozoaires, par exemple, dans une mare, on allait voir un protozoaire, un cilié, une amibe, un flagellé, tout ça. Ceux-là, si on n'a pas une certaine humidité dans les sols, ils ont du mal à vivre. Et on s'aperçoit que c'est eux qui vont consommer les bactéries ou les champignons et qui vont libérer les nutriments que ces bactéries et ces champignons ont accumulés. C'est grâce à eux, grâce à cet intermédiaire des protozoaires, que les plantes arrivent à se nourrir avec les nutriments qu'ont accumulés les bactéries et les champignons. Voilà, c'est un peu simplement dit, mais il faut se dire que cet étage-là est indispensable, protozoaire. Si vous avez des milieux très secs, les protozoaires ils disparaissent. Donc la flotte, dans ces cas-là, est fondamentale pour que cette mésofaune, cette faune qui est indispensable pour aller au-dessus de l'étape bactérienne, assure son service. Au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle les colamboles et les acariens, qui sont des minuscules animaux du sol, qui assurent d'autres services, de décomposition, de recyclage, etc. Ceux-là sont indispensables. Le travail du sol, il va impacter énormément sur ces populations de colamboles et d'acariens qui n'assureront plus leur travail de recyclage et puis d'équilibre avec les autres populations animales. Un peu au-dessus, il y a d'autres, à la surface du sol, d'autres populations qui sont très intéressantes pour l'agriculteur, qui sont les carabes. Donc le carabe, il assure des tas de services. C'est un coléoptère qui circule à la surface du sol, on le voit, et qui est un consommateur effréné de limaces, d'œufs de limaces par exemple. Et les agriculteurs qui protègent leurs carabes, et comment protéger les carabes, c'est en maintenant leur habitat, c'est-à-dire en ayant des sols qui ne soient jamais nus, qui est toujours un couvert, et qui soient à proximité de haies ou de bandes enherbées dans lesquelles les carabes peuvent aller se réfugier aussi. Et donc ces carabes, quand ils sont là, ils assurent un travail de régulation des limaces, par exemple. Mais sans les éliminer totalement. On n'éliminera jamais totalement les limaces d'une surface d'une parcelle. Par contre, on favorisera les auxiliaires qui les réduisent, qui les régulent. Et les agriculteurs qui ont mis en place ces systèmes-là n'utilisent plus d'antilimaces. Parce que les carabes sont revenus, et en utilisant un antilimace, on va tuer des limaces, mais on va tuer les carabes. Et il faut savoir qu'une limace, elle va se reproduire 10 fois plus vite qu'un carabe. Et du coup, le carabe, il ne sera plus là quand la limace reviendra, et de façon beaucoup plus active. Voilà, ça c'est un exemple de biodiversité fonctionnelle que peut gérer un agriculteur en gérant le milieu de culture, son milieu de culture, donc pas de travail du sol, couvert végétal, et l'environnement de son milieu avec des haies, des bandes enherbées, etc. Et quand je dis ça, je dis pas c'est des outils de l'écolo, c'est des outils de l'agriculteur, il faut vraiment qu'il se les approprie. Le représentant emblématique de la biodiversité, c'est le ver de terre, évidemment. Donc ça aussi, l'agriculteur doit savoir les gérer en leur apportant à manger. Les vers de terre sont toujours affamés quand il n'y a rien à bouffer à la surface du sol. Donc des couverts végétaux, du fumier, des matières organiques, qu'il faut surtout laisser en surface de sol parce que ça fait 200 millions d'années qu'ils vont prendre surface pour descendre dans leur galerie et qu'ils entretiennent comme ça le milieu.
Donc les vers de terre, c'est fondamental aussi dans les parcelles, hein. Ces images-là permettent d'illustrer un fait que l'agriculteur doit être un gestionnaire de la biodiversité de ses sols, micro-organismes, protozoaires, collemboles, acariens, carabes, tous les pollinisateurs, les cirfes, etc. Les cirfes, par exemple. La première des choses que fait un agriculteur qui passe en agriculture de conservation des sols, c'est d'arrêter les insecticides. Un exemple majeur d'un ravageur de l'agriculture qui est le puceron. Le puceron, c'est vraiment un problème pour l'agriculture. Sauf que c'est un problème parce qu'il s'attaque souvent, et la plupart du temps, à des plantes qui l'appellent, qui sont très riches en azote, où il n'y a pas les moyens de se défendre. Et quels sont les auxiliaires qui vont réduire ces populations de pucerons? On le sait, hein. C'est les coccinelles, mais c'est aussi les cirfes. Et ceux-là, il faut les entretenir. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est arrêter de foutre des insecticides sur ces cultures, et notamment sur le colza, parce que ça tue autant les auxiliaires que les ravageurs. Et il faut se dire qu'un ravageur, il va résister beaucoup mieux qu'un auxiliaire à des traitements insecticides.